Alors, bonjour à tous et à tous. Bonjour Eric Darche. Bonjour Thomas. Alors, aujourd'hui, c'est avec grand plaisir qu'on refait un petit échange interview ensemble. Et aujourd'hui, on va parler de la santé mentale et du lien avec notre alimentation, hein. Parce que tu as D'accord. écrit un livre, notamment sur le sujet, bon, qui est déjà assez vieux, mais tu en parles plus précisément encore aujourd'hui dans ton nouveau livre qui s'appelle L'hygiénisme et l'alimentation vivante. Voilà, je ne sais pas Oui. si tu l'as là pour au cas où ceux qui n'ont encore pas vu puissent avoir une image. Voilà, Voilà. voilà. Donc l'hygiénisme et l'alimentation vivante, avec la participation de Thierry Casasnovas, d'ailleurs qui a fait une très très belle préface. Et juste avant qu'on commence, eh ben, pour ceux qui ne connaissent pas le livre, qui ont envie de se l'approprier, vous pouvez aller sur le site Régénérescence. Donc c'est la boutique Régénérescence qui est en lien sur la boutique Régénère de Thierry. Voilà, et vous trouverez dans le compartiment livre. Voilà. Voilà, voilà. Bon bah Eric, écoute, c'est toi le professionnel, alors je vais te laisser parler sur ce que tu penses de la santé mentale et du lien avec notre alimentation. Voilà, je te remercie. Alors, comme tu le dis, j'ai en effet réalisé un chapitre sur la santé mentale dans mon dernier livre, L'hygiénisme et l'alimentation vivante. En fait, il y a deux chapitres. C'est un chapitre où j'explique sommes-nous en bonne santé mentale. Alors là, c'est un chapitre qui est très très large, qui évoque pas que l'alimentation. Et puis après, il y a un autre chapitre qui s'appelle L'expérience d'Amandine, où là, j'ai expliqué qu'avec, grâce à l'alimentation, une personne qui s'appelle Amandine, une personne âgée, avait pu, d'une maladie de Parkinson, elle rentrait dans la maladie de Parkinson avec évidemment des altérations des fonctions cognitives, voir sa santé s'améliorer grâce à des mesures très rapides dès les premiers signes de la maladie, parce que si on attend trop longtemps, après c'est trop tard. Mhm. Alors en fait, c'est un préambule qui me permet de rentrer dans le vif du sujet maintenant. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes considèrent que la santé mentale, on l'a de toute manière, hein, puisque on peut agir, on peut faire des choix, on peut tant qu'on n'est pas catalogué comme fou ou comme ayant une maladie neurologique, beaucoup de personnes se considèrent bénéficier de toutes leurs fonctions cognitives. Mhm. Et ça, c'est pas sûr que ça soit aussi évident que ça. Alors déjà, je me suis intéressé à l'alimentation fast-food. Alors pourquoi je m'intéresse à l'alimentation fast-food? Parce que même les jeunes qui ne consomment pas ce genre d'alimentation, lorsqu'ils sont chez eux ou lorsqu'ils sont à l'extérieur, ils ont tendance à faire ce schéma, à avoir une alimentation qui ressemble à cette alimentation fast-food, c'est-à-dire grosso modo euh, un sandwich, un soda, un petit gâteau ou un petit dessert sucré au dessert. Et, euh, et c'est très souvent ce schéma qui est réitéré chez nombre d'entre nous, que ce soit à l'extérieur de notre domicile ou chez nous. Alors, euh, à propos de ce genre d'alimentation, quels sont les effets délétères sur le plan neurologique, sur le plan des fonctions cognitives et sur le plan du comportement? Il faut savoir que c'est des aliments qui sont souvent raffinés. Et ce qui dit raffiné veut dire implique des aliments à indice glycémique élevé. C'est-à-dire que la concentration de sucre qui va pénétrer dans le sang va se faire très rapidement parce qu'il n'y a pas de fibres. Les fibres alimentaires permettent justement de freiner le passage du sucre dans le sang. Et plus un aliment est raffiné, moins il y a de fibres et plus le passage du sucre dans le sang se fait rapidement. Et la D'accord. concentration est élevée. Et il faut savoir que ça provoque ce qu'on appelle une hyperglycémie. Alors une hyperglycémie, c'est quoi? C'est la quantité de sucre dans le sang qui est trop élevée par rapport à la moyenne normale, qui est de 1 gramme ou 1 gramme 1 par litre de sang. Et dès que cette quantité dépasse ce taux, eh bien, on est en hyperglycémie. On a trop de sucre dans le sang. Alors, qu'est-ce que fait l'organisme? Il va sécréter de l'insuline via le pancréas pour permettre à l'excès de sucre de pénétrer au niveau cellulaire. Mais le problème, c'est que si il a tendance à le faire de manière trop répétitive, il aura tendance ensuite à sécréter trop d'insuline. Donc, s'il sécrète trop d'insuline, ça veut dire qu'il y aura trop de sucre qui va pénétrer au niveau sanguin. Alors, ça veut dire quoi? Si, par exemple, euh,
on a consommé une certaine quantité de sucre et qu'il faut comment dire, 2 unités d'insuline pour faire pénétrer l'excédent de sucre dans le sang, eh bien le pancréas va fabriquer par exemple 3 ou 4 unités, c'est-à-dire qu'il va fabriquer trop d'insuline et donc au lieu d'enlever juste l'excédent, eh bien l'organisme va enlever un peu trop de sucre et on va tomber en hypoglycémie. Et c'est ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. En règle générale, lorsqu'il y a trop de sucre dans le sang, c'est suivi d'une hypoglycémie. Alors on est en hyperglycémie et cette hyperglycémie est suivie d'une hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire qu'il y a trop de sucres qui ont été prélevés dans le sang pour aller au niveau intracellulaire et du coup on se retrouve en hypoglycémie et cela est dû à une sécrétion trop importante d'insuline. Et il faut savoir que trop de sucre dans le sang et trop d'insuline provoque ensuite une résistance, on appelle ça une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que les cellules réagissent mal à l'insuline et ont besoin de plus en plus d'insuline pour que les récepteurs réagissent. Toujours est-il que voilà. Et tout ça, c'est dû à une consommation fréquente, chronique de sucre raffiné et à indice glycémique élevé. Alors le problème, c'est que pour beaucoup de gens, l'hypoglycémie, c'est pas quelque chose d'important. On entend parler de ce trouble de santé sans bien prendre conscience des conséquences gravissimes que l'hypoglycémie peut provoquer. Par exemple, le docteur Neil Bernard, qui est neurobiologiste, explique que beaucoup de personnes qui sont en hypoglycémie, par exemple, on a étudié la population carcérale et on s'est rendu compte que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, beaucoup de gens qui avaient commis des actes délictuels, des crimes, eh bien avaient ou bien des actes délictuels moins importants, eh bien avaient comme point commun d'être en hypoglycémie chronique. Et l'hypoglycémie chronique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, le cerveau va ne plus se trouver alimenté correctement en glucose. Et ça provoque des perturbations très importantes de son fonctionnement, au point que la personne n'est plus maître de ses émotions, et pour un simple conflit peut arriver à tuer ou à porter des coups, etc. Et il faut savoir qu'en parallèle de l'hypoglycémie, les gens qui mangent mal ont souvent aussi des carences en vitamines du groupe B, en acides gras comme les EPA, DHA, de la famille des oméga 3, et tout ça contribue à un dysfonctionnement des fonctions neurologiques. Alors, pourquoi j'insiste sur ce sujet et sur ce point? C'est qu'on n'a pas besoin d'attendre 60 ans ou 70 ans pour être atteint de la maladie d'Alzheimer ou Parkinson pour se dire qu'on est concerné par des troubles neurologiques. Beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause de cette dérégulation de la glycémie et à cause du fait qu'ils manquent peut-être de certaines substances qui sont importantes pour réguler leur cerveau, ne bénéficient pas de leur optimum en termes de fonction cognitive, en termes de réflexion, en termes de gestion de l'humeur, des émotions, etc. Et ça, c'est en relation avec la consommation régulière d'aliments raffinés, d'aliments indice glycémique élevé, d'aliments dont la densité nutritionnelle est faible, comme les aliments qui sont carencés en vitamines du groupe B, en magnésium, en acides gras essentiels, etc. Et ça a des conséquences très graves et très rapides sur le comportement des jeunes et des moins jeunes. Et là, je vais faire une citation du docteur Neil Bernard, qui est spécialiste en neurologie et qui déclare en parlant des restaurants fast-food, et j'explique bien que les restaurants fast-food ne sont pas uniquement les seuls concernés par ce type d'alimentation, puisqu'on peut les retrouver très facilement dans les supermarchés. Il suffit d'acheter des sodas, il suffit d'acheter des croissants, ou bien du riz blanc, tous les aliments à indice glycémique élevé. Alors, il explique, prenez par exemple le steak, en parlant des fast-food, prenez par exemple le steak haché, recouvert de fromage. Ce dernier libère des endorphines sous l'effet des opiacés contenus dans la protéine du fromage.
il est souvent accompagné d'un soda sucré avec beaucoup de caféine ajoutée. Eh bien, un enfant de 12 ans n'a pas le cerveau adapté pour consommer ce type de repas. C'est une constatation qui est incroyable, qu'on voit qu'aujourd'hui, n'importe qui, à n'importe quel âge, peut aller dans un fast-food ou bien aller dans un supermarché et acheter ce type d'aliments. Et après, on s'étonne aujourd'hui de la fréquence de délit, on s'étonne de la fréquence des comportements asociaux chez les jeunes. Et c'est ce que j'avais posé comme question dans mon livre L'alimentation idéale des jeunes. Est-ce que c'est les jeunes aujourd'hui qui ont décidé d'avoir ce genre de comportement de manière délibérée, ou bien c'est le conditionnement alimentaire qui contribue à ce genre de situation? Il faut savoir que par exemple aux États-Unis, il y a des écoles qui ont fait l'expérience de retirer dans les écoles, alors c'était des écoles soit maternelle, soit CE1, CE2, c'est-à-dire cours préparatoire, donc vraiment des enfants très jeunes, c'est-à-dire 5, 6, 7 ans, 8 ans. Et on a fait une expérience qui a duré 10 jours. Et pendant 10 jours, on a demandé aux parents et aux instituteurs de faire en sorte que les élèves ne mangent plus du tout d'aliments contenant des additifs. Là, c'était pas le sucre. Oui, c'était le sucre, mais surtout les additifs, l'ensemble de tout ça. Ça a été supprimé pendant 10 jours, ce qui est une période très courte, 10 jours. Eh bien, en 10 jours, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes et les enseignants ont dit qu'ils étaient stupéfaits des résultats. Les enfants étaient beaucoup moins agressifs, beaucoup plus attentionnés pendant les cours. Les parents se plaignaient beaucoup moins de leurs propres enfants, les enseignants aussi, et ça a été quasiment miraculeux en l'espace de 10 jours. Et cette expérience, on peut la retrouver très facilement sur Internet, qui s'intitule Les enfants tubaïsés, ou voilà, un titre similaire. On mettra en lien sous la vidéo. Voilà. Et ce qui est remarquable, c'est que en l'espace de 10 jours, parce qu'on a supprimé dans ces aliments le glutamate de monosodium, l'aspartame, eh bien, les résultats ont été spectaculaires en termes de comportement. Et on s'est rendu compte aussi que une autre expérience a montré que chez des étudiants à qui on propose de supprimer l'alimentation raffinée, industrielle, et qu'on leur propose juste de manger des aliments complets, de bonne qualité, d'origine biologique, eh bien, on leur fait des tests de quotient intellectuel et le QI augmente de 10, 15 ou 20 points en l'espace d'une période très courte. Et moi, je me demande une chose, quand on voit de tels résultats, comment ça se fait que ceux qui sont responsables on parle de plus en plus de sécurité, on parle de plus en plus de lois répressives contre les actes délictuels, pourquoi on s'intéresse pas à l'alimentation et pourquoi on s'intéresserait pas à ce que chacun d'entre nous a dans son assiette, puisque ça a des répercussions tellement graves et tellement importantes sur les fonctions cognitives et sur le comportement des jeunes. Et je suis sûr que si on faisait ça de manière généralisée, par exemple au niveau national, on verrait immédiatement en termes de délit, en termes de comportement, une baisse significative. Ce qui a été observé c'est des expériences qui ont été faites dans des établissements pénitentiaires et on a vu une fréquence de comportements asociaux délictuels à l'intérieur des prisons baisser de manière significative. Pourquoi, lorsqu'on fait ce genre d'expérience, on n'a pas l'idée de le généraliser au niveau national, puisque ça pourrait vraiment contribuer à une certaine sérénité dans les relations. Et la seule, à mon avis, réponse qu'on pourrait suggérer en termes de passivité, en termes de manque de réaction, c'est soit que nos dirigeants sont pas au courant de ces phénomènes, ce qui est possible, ou soit, et ça c'est encore peut-être une réponse plus juste, ou qui contribue à expliquer, c'est que l'industrie agroalimentaire qui vend ce genre de produits délétères n'a pas envie qu'on remette en cause leurs produits, car il y a des chiffres d'affaires et des gains qui vont être mis en cause. Et ça, je sais que ce n'est pas du tout une élucubration de ma part, parce que
à l'époque du film Super Size Me, où toute une enquête avait été faite sur la consommation d'un jeune qui avait mangé McDo pendant juste un mois et qui avait retrouvé son état de santé délétère. On avait posé la question à des industriels, on leur avait demandé s'ils étaient prêts à faire des efforts et carrément supprimer tous les produits nocifs pour les jeunes et pour les moins jeunes. Et ils avaient répondu qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de ne plus participer à l'économie et ils avaient bien envie comment dire, de faire partie des gens là, qui vont réclamer leur part du marché et leur part du gâteau. Et quand on entend ce genre de réflexion, eh bien, on comprend mieux pourquoi aujourd'hui on est dans cette situation catastrophique. Et en fait, moi, je dis une chose, c'est qu'on voit de plus en plus de chiffres qui sont alarmants, puisqu'on voit des maladies neurologiques augmenter de plus en plus, on voit des maladies Alzheimer, Parkinson qui rajeunissent de plus en plus, on voit de plus en plus d'actes asociaux, d'actes de délinquance, on voit aussi que le quotient intellectuel baisse, on voit aussi que de la population générale, ce sont des études qui le prouvent, on voit aussi que l'espérance de vie soi-disant qui fait qu'augmenter aux États-Unis en 2016, elle a baissé. Quand on voit tous ces chiffres alarmants, pourquoi personne de responsable évidemment ne prend pas les décisions qui s'imposent? Et là, on peut évidemment imaginer qu'il y a des lobbies et qui n'ont pas envie qu'on les remette en cause. Alors, puisque c'est pas les lobbies qui vont se remettre en cause d'eux-mêmes, eh ben c'est chacun d'entre nous, à titre individuel, à se remettre en cause. Et ainsi, par ses choix alimentaires, si chacun d'entre nous décidait de ne plus acheter certains aliments, eh bien évidemment la donne changerait. Et beaucoup de personnes n'imaginent pas le pouvoir que l'on a tous en termes de consommateurs, et ça on l'oublie un peu vite. On croit que notre pouvoir c'est uniquement d'aller mettre un bulletin dans l'urne. Lorsqu'on voit un petit peu les résultats que ça donne et que de décennie en décennie rien ne change, moi, je pense que le vrai pouvoir, ce n'est pas forcément le pouvoir du bulletin, c'est le pouvoir du porte-monnaie et les choix alimentaires que l'on fait. Et là, évidemment, si on avait des millions de consommateurs conscients, alors là, la donne changerait et le pouvoir ne serait plus forcément du côté de l'industrie agroalimentaire et de ceux qui détiennent l'argent. Le pouvoir, on l'a, mais le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte et on n'est pas conscient qu'on pourrait agir. Mais évidemment, pas une seule personne, des milliers, des millions de personnes, et ça ferait la différence. Ouais. Alors, est-ce que tu as d'autres questions à poser? Ouais, j'aimerais bien tout vite, si tu veux bien finalement faire un petit résumé. Je sais bien que elle va être un peu difficile ma question, mais si on peut résumer grosso modo les aliments, donc on reste dans l'alimentation, les aliments qui sont... D'accord. Donc là, faut m'excuser, il y a un voisin qui fait qui fait des travaux chez lui en dessous. Donc écoute, on essaye et puis si ça va pas, je couperai à ce moment-là de la vidéo. D'accord. Et puis voilà. Du coup, ma question c'était, est-ce qu'il y a, tu peux citer quelques aliments qui sont vraiment les plus prédominants justement dans cet aspect dégénératif au niveau du cerveau, de la pensée mentale, et les aliments qu'on pourrait privilégier comme ça globalement pour les personnes là qui nous écoutent et qui se disent bon ok, moi je ferais bien le test, mais j'ai pas envie de tout changer non plus du jour au lendemain parce que c'est difficile de changer mon alimentation. Vers quoi je peux me diriger principalement pour déjà voir des retours alors, ok. Ouais. Alors, pour répondre à cette question, de quoi a besoin le cerveau? Le cerveau a besoin d'oxygène et il est très consommateur d'oxygène et très consommateur de glucose. Mais il n'a pas besoin que de ça. Alors, que de glucose, on l'a vu avec l'hypoglycémie. Dès qu'on manque de glucose, ça entraîne évidemment des perturbations très rapides sur le fonctionnement du cerveau au point que le cerveau n'est plus équilibré et que ça entraîne une instabilité émotionnelle. Et d'ailleurs, il y a un médecin qui disait que beaucoup de difficultés relationnelles et beaucoup de couples qui se déchirent, voire qui arrivent au divorce, eh bien, quand on cherche bien, il y a dans les comportements des altérations des deux personnes dans le couple, qui est très souvent due à de l'hypoglycémie chronique. Et ça, en fait, cette hypoglycémie chronique, elle est banalisée parce que
c'est pas quelque chose qui est gravissime comme un cancer, comme une maladie grave, comme une sclérose en plaques, etc. On n'est pas alerté par ce genre de troubles de santé. Enfin, on n'est pas très, on considère que c'est pas très grave, alors que ça influe les relations et les comportements émotionnels. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui permet d'équilibrer le fonctionnement du cerveau, le cerveau a besoin très régulièrement, donc on a vu d'oxygène, de glucose, mais pas que, des acides aminés. Il a besoin aussi de minéraux, d'oligo-éléments, de vitamines, particulièrement les vitamines du groupe B, d'acides gras tels que les EPA, DHA. Et en fait, c'est l'ensemble de tous ces nutriments qui permet d'avoir la santé mentale. La santé mentale, ce n'est pas que du glucose ou que des acides gras ou que des acides aminés ou que des minéraux, que des éléments. C'est un ensemble, c'est une couverture très large de tout ça. Et lorsqu'on a cette couverture, eh bien, on s'aperçoit régulière, issue d'aliments de bonne qualité, eh bien, on s'aperçoit que tout va bien. Juste avant de citer les aliments que tu m'as demandé, je voudrais préciser une chose. Dans énormément de maladies comme Alzheimer, Parkinson, la maladie de Lou Gehrig, eh bien, le point commun de toutes ces pathologies, alors on peut s'intéresser de manière particulière en se disant la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer, par exemple, la maladie d'Alzheimer se caractérise par des plaques amyloïdes et des fibres qui s'enchevêtrent, qui deviennent très dures et qui calent les relations, les connexions interneuronales. Eh bien, si on s'intéresse uniquement à cette approche, on va avoir une approche très technique et ne pas comprendre que beaucoup de maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson ou autres, peu importe le nom qu'on met, ont comme point commun ce qu'on appelle le stress oxydatif. C'est l'oxydation de manière intense qui provoque les dégénérescences au niveau du cerveau. Il faut savoir que le cerveau est un endroit où il y a énormément de métabolisme. Plus il y a de métabolisme, plus il y a de déchets. Et donc, tous ces déchets provoquent ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et ce stress oxydatif provoque ce qu'on appelle une peroxydation lipidique, c'est-à-dire qu'ils vont agresser la membrane de la cellule, et lorsque la membrane est agressée, elle devient poreuse et elle laisse passer tout et n'importe quoi, et la cellule va dégénérer après. Alors, qu'est-ce que l'organisme a prévu pour se protéger de ce stress oxydatif? Il a prévu des antioxydants. Et qu'est-ce qui amène les antioxydants, tels que les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, certains acides aminés ou certains acides gras? Eh bien, c'est la nourriture de bonne qualité. Et donc, on voit que, au lieu de focaliser, de faire des recherches, je dis pas qu'il faille pas faire de recherches sur certaines maladies, mais il suffirait, d'une certaine manière, de moins se focaliser sur certains aspects d'une maladie et plutôt avoir une approche globale, c'est-à-dire une alimentation riche, équilibrée, qui apporte des sucres de manière régulière, sans que ça provoque des pics de la glycémie, et que notre nourriture apporte ce qu'on appelle une densité nutritionnelle importante, avec toutes sortes de vitamines, minéraux, enzymes, etc. Le stress oxydatif se verrait neutralisé grâce à des antioxydants, et on rentrerait pas dans ces maladies neurodégénératives de manière intense, comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est pas moi qui explique ça, c'est entre autres le neurobiologiste Blalock, qui a fait chirurgien aussi, qui a fait toute une recherche là-dessus et qui s'est aperçu que c'est le stress oxydatif qui est à l'origine d'énormément de pathologies neurodégénératives. Donc, au lieu de focaliser sur des aspects d'une maladie, pourquoi ne pas avoir une approche globale quand on voit que les résultats suivent ce genre de démarche? Moi, ce que j'ai pu expérimenter, c'est que et j'ai vu des travaux qui prouvent que lorsqu'on donne à des personnes atteintes de maladies Parkinson, Alzheimer, on leur propose une approche alimentaire corrigée de leurs habitudes avec une couverture très large en antioxydants, et avec aussi quelques molécules spécifiques qui permettent une vasodilatation des vaisseaux pour une meilleure fluidification sanguine, eh bien, on voit des résultats des fois spectaculaires. Et ce n'est pas ni du charlatanisme et ni un miracle. C'est juste une compréhension
des phénomènes biologiques, biochimiques et une application concrète par l'alimentation. Alors, pour répondre à ta question, c'est essentiellement les minéraux, les vitamines, etc. C'est quand même les légumes qui sont vraiment porteurs de minéraux, d'oligo-éléments. Les acides aminés, on pourra avoir la source pourra être d'origine animale pour les omnivores, tels que de la viande, des œufs, des fruits de mer. Et pour les végétariens, ils utilisons plutôt les légumineuses comme source protéique, ou bien les céréales en conjuguant les protéines, les céréales et les légumineuses. Mais en fait, c'est pas très compliqué d'avoir le quantum, la quantité nécessaire de vitamines, d'oligo-éléments, d'acides aminés, d'avoir une alimentation variée, équilibrée, et, comme je dis, les jus de légumes, les minéraux issus des légumes sont très intéressants parce que très biodisponibles, très facilement assimilables. Et pour les gens qui ont des soucis de digestion et qui peuvent pas trop manger de cellulose, eh bien boire 1 ou 2 jus de légumes, par exemple carottes mélangées avec des légumes verts, chou canne, colis, eh bien ça permet une couverture régulière de tous les antioxydants nécessaires pour favoriser un bon fonctionnement et une optimisation des fonctions mentales. Voilà. Est-ce que les 10 minutes, les 30 minutes se sont écoulées, hein? On n'est vraiment pas loin là, c'est vraiment la fin. Par contre, j'espère qu'il y aura On pas va, de on va rester dérangement. dans... Comment? On va rester dans ce format parce que tu m'as dit que... Ouais. Bah, puis en plus, je sais pas s'il n'y a pas eu des dérangements à cause des voisins là qui sont Oh, ça fait un peu de bruit, mais ça passera. Je vais voir au montage, on va voir. Je vais regarder tout de suite après et on verra bien. D'accord. Ok. Eh ben, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup, Eric. Merci de répondre toujours à ces interviews. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'échanger avec quelqu'un de professionnel comme toi. Et donc, Merci. ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça à mon public. Donc, vraiment, c'est grand honneur. Voilà. Merci à toi. Eh ben, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà. Merci. Salut Thomas, à bientôt. Bye. Ciao.